Bienvenue sur Média TV Afrique. On se retrouve pour un nouveau numéro de la Semaine africaine, votre émission hebdomadaire qui revient sur l'essentiel des actualités africaines de la semaine. Merci d'être au rendez-vous. On commence par le Maroc. Cette semaine, le Royaume a célébré la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Une occasion pour le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, d'adresser un message au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Chernian. Le souverain a insisté sur la nécessité de replacer la question palestinienne au cœur des priorités internationales, soulignant que la solution des deux États demeure le préalable essentiel pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Ce conflit qui est par excellence un conflit politique, a rappelé le roi Mohamed VI. Il a aussi souligné avec fermeté la position constante du Maroc en faveur de la réalisation des droits du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Quds oriental comme capitale. Le souverain a également saisi cette occasion pour réitérer l'appel lancé à tous les frères palestiniens afin qu'ils s'engagent véritablement sur la voie de la réconciliation. Le Bureau central d'investigation judiciaire a encore démantelé une cellule terroriste composée de 4 membres. Ce sont des partisans de Daesh âgés de 24 à 39 ans et porteurs de projets terroristes. Les 3 membres du groupe s'activant dans la région de Farkana et Beni Nasra à Nador. Le chef de cette cellule a été arrêté simultanément dans la banlieue de la capitale espagnole. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols. L'Algérie avertit d'un risque d'enlèvement des étrangers dans les camps de Tindouf. Une information rapportée cette semaine par le site d'information algérien Tessa. Le gouvernement algérien a indiqué un plan en vue de kidnapper les étrangers dans ces zones, recommandant une série de mesures visant à protéger les membres de la mission. Alger a même recommandé un couvre-feu, toujours selon la même source. L'Algérie tire donc la sonnette d'alarme quelques jours seulement après la mise en garde de l'Espagne qui a déconseillé à ses ressortissants de se rendre dans les camps de Tindouf. Le personnel de la MINURSO est appelé à respecter ces règles strictes pour éviter des incidents. Cette annonce aurait pour objectif d'empêcher les observateurs internationaux de se rendre dans ces camps, selon Charles Saint-Prost, directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Je vous propose d'écouter sa lecture au micro de Radio Méditerranée Internationale. Lorsque l'on prend conscience de cette mise en garde adressée par Alger aux intérêts espagnols, mais aussi au personnel de la MINURSO dont le siège se trouve à Raboni, c'est l'étonnement qui nous frappe, car tout le monde sait que le Polisario est un pantin d'Alger. Alors soit la créature est en train d'échapper à son créateur, ce qui est très grave, soit c'est une manœuvre. Le but d'Alger et du Polisario, c'est de faire fuir les témoins. Comme ça, on pourra réprimer tranquillement, puisque la situation dans les camps de déportés en Algérie, dans les camps de la région de Tindouf, est de plus en plus dramatique au niveau des droits de l'homme, au niveau de la défense des droits des gens, et donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait trop de témoins. Restons en Algérie où 2 anciens premiers ministres algériens étaient devant la justice mercredi dernier après un renvoi du procès le 2 décembre à la demande des avocats de la défense. En cause, une foule nombreuse et une salle trop petite. Et ce mercredi, au moment où Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal comparaissaient aux côtés d'anciens hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile, les avocats de la défense ont boycotté l'audience. Ils dénoncent une justice politique et un climat de règlement de compte. Au sujet de ce procès controversé, je vous propose d'écouter Faisal Metaoui, le correspondant de Midi 1 à Alger.
Le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a reporté au 4 décembre prochain le procès des deux anciens premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, poursuivis pour avoir accordé d'une manière illégale des avantages à des hommes d'affaires pour créer des unités de montage de véhicules en Algérie. Ils sont également poursuivis pour dilapidation de deniers publics et abus de fonction. D'anciens ministres de l'industrie et des transports sont cités dans le même dossier comme Youssef Yousfi, Abdelghani Zahlan et Abdeslam Bouchouarab qui est actuellement en fuite à l'étranger. Le juge a convoqué également 4 hommes d'affaires à l'image de Ali Haddad et de Hassan Al-Arbawi. Une foule nombreuse s'est présentée au tribunal après la décision du ministre de la Justice, Belkacem Zermati, d'ouvrir les audiences au public et à la presse. La présence massive des citoyens a compliqué le travail du tribunal qui a décidé de reporter le procès, surtout après la protestation des avocats qui ont estimé que les conditions de la tenue des audiences n'étaient pas réunies et qui ont parlé également d'un procès politique qui intervient à quelques jours seulement de la tenue des élections présidentielles. Une émission flagrante, c'est ainsi que la diplomatie algérienne a réagi au vote par le Parlement européen d'une résolution qui dénonce et condamne les violences massives des droits de l'homme en Algérie. Alger estime que le Parlement européen a démontré son mépris non seulement à l'égard des institutions algériennes, mais également des mécanismes bilatéraux de consultation. Sur le terrain, le scrutin du 12 décembre reste massivement contesté. Les manifestants investissent aujourd'hui les rues pour la 41e semaine consécutive. Complément d'information avec Souhail Jalil. Le ton monte entre Alger et Bruxelles. Jeudi, le Parlement européen à Strasbourg a adopté une résolution sur la situation des libertés en Algérie, particulièrement depuis le début de la révolution citoyenne du 22 février. En vertu de ce texte, voté à une large majorité en plénière, les eurodéputés condamnent vivement l'arrestation arbitraire et illégale, la détention, les intimidations et les attaques de journalistes, de syndicalistes, d'avocats, d'étudiants, de défenseurs des droits de l'homme et de la société civile, ainsi que de tous les manifestants pacifiques qui participent aux manifestations pacifiques de Hirak. Dans leur résolution, les eurodéputés demandent notamment la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes inculpées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Les eurodéputés appellent également plusieurs organismes internationaux et ONG à surveiller la situation des droits de l'homme et à encourager les autorités à revoir la loi 12.6 de 2012 relative aux associations. Notons que cette résolution a été votée à peine 24 heures après les déclarations du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah et du chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah qui ont rejeté toute ingérence dans les affaires internes à l'Algérie. La diplomatie algérienne, elle, n'a pas tardé à réagir à la déclaration des eurodéputés. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères déclare que le Parlement européen, sur instigation d'un groupe hétéroclite de députés partisans, a pris l'outrecuidante liberté de statuer sur le processus politique en cours dans notre pays au moment précis où les Algériens s'apprêtent à élire en toute démocratie et transparence un nouveau président. Alger dénonce une immixtion flagrante et estime que le Parlement européen a démontré son mépris non seulement des institutions algériennes, mais également des mécanismes bilatéraux de consultation. La crise sociopolitique algérienne arrive au Parlement européen alors que ce vendredi sera le 41e consécutif de contestation, une contestation marquée par de nombreuses arrestations. Et dans l'actualité au Soudan, les autorités de transition ont dissous le parti du président déchu Omar El-Béchir. La formation a donc réagi en dénonçant un gouvernement illégal. Myriam Hemdechi pour plus de détails. Le verdict est tombé. Le parti du Congrès national est dissous. C'est ce qu'indique la loi adoptée hier par le Conseil souverain et le gouvernement. Conséquence, les autorités soudanaises ont ordonné le démantèlement du régime du président déchu Omar El-Béchir. هذا القانون يتميز بأنه يلغي بصورة مباشرة. Cette loi dissout le parti du Congrès national et tous ses biens sont confisqués. Ils seront désormais sous le contrôle du ministère des Finances et de l'Économie.
Le texte ajoute qu'aucun symbole du régime ou du parti n'est autorisé à s'engager dans quelque activité politique que ce soit pendant 10 ans, une loi que le parti du président déchu rejette. Il accuse les autorités de transition d'être un gouvernement illégal. L'idée de compter sur les biens du parti, si tant est qu'il y en ait, n'est rien d'autre qu'un scandale moral, une faillite intellectuelle et un échec total du gouvernement illégal. De son côté, le mouvement à l'origine des protestations qui avait conduit à la chute du régime al-Bashir se félicite de cette loi. Cette mesure constitue un grand pas en avant vers les objectifs de la révolution et sur le chemin de la construction d'un État civil démocratique. Omar al-Bashir a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 30 ans. Destitué en avril après des mois d'un mouvement de contestation populaire inédit, il est actuellement emprisonné à Khartoum et le verdict de son procès pour corruption est attendu le 14 décembre. Niamey, la capitale du Niger, a accueilli durant 3 jours le 3e sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique. La question du terrorisme était au centre des échanges et c'est un reportage de notre correspondant à Niamey, Jean-Dipré William. Construire une Afrique pacifique, unie et prospère, centrée sur les valeurs universelles. Plus de 2000 participants sont réunis depuis ce jeudi autour du thème de ce 3e sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique. La rencontre, promue par la Fédération universelle pour la paix, vise notamment à soutenir les efforts des dirigeants africains pour la paix, la sécurité et la réconciliation, des concepts indispensables à l'atteinte des objectifs de développement durable fixés au continent par les Nations Unies. Il ne saurait avoir de développement sans sécurité. Et il n'y a pas de sécurité sans paix. Si tous ensemble, nous avons accepté le rendez-vous de Niamey, c'est pour qu'enfin, pour souscrire à ce noble aveu et adage de la présidente de la Fondation universelle de la paix, pour que la paix soit universelle, pour que la paix règne dans nos pays. Anciens et actuels chefs d'État, ministres, parlementaires et autres chefs religieux, la rencontre est l'occasion d'échanges entre personnalités venues d'une 60aine de pays. L'occasion pour le président nigérien Mahamadou Issoufou de réitérer son appel à une plus grande ouverture ainsi qu'une implication de la communauté internationale. La situation qui prévaut dans certains pays de notre sous-région, en particulier dans le Sahel, est préoccupante. Je fonde l'espoir que la communauté internationale accompagnera nos efforts, car la sécurité est un bien public mondial. La lutte contre le terrorisme et la situation sécuritaire au Sahel devraient être au centre des débats à l'occasion de ce 3e sommet continental. Des conclusions sont attendues à quelques mois de la première Assemblée mondiale pour la paix, prévue en février 2020 en Corée du Sud. Et dans la même semaine, l'édition 2019 de l'Africa Security Forum s'est tenue à Rabat, au Maroc, un forum dédié aux enjeux sécuritaires et environnementaux auxquels le continent africain devrait faire face à l'avenir. 35 pays africains y étaient représentés. Les détails avec Myriam Hamlichi. L'impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique, tel est le thème de cette 4e édition du Africa Forum Security 2019. Spécialistes, experts, instituts et centres de recherche, tous étaient présents à ce rendez-vous afin d'échanger et de partager leurs expériences. Objectif, dégager des pistes de réflexion et des propositions destinées à faire face aux nombreux défis auxquels sera confronté le continent africain d'ici 2050. L'objectif de ce forum aujourd'hui est d'échanger les idées et proposer des solutions aux défis sécuritaires et environnementaux auxquels fera face le continent africain.
À un moment où le réchauffement climatique est en phase d'aggravation, l'énergie devient un facteur fondamental pour la croissance économique et sociale du continent. C'est pourquoi plusieurs projets sont prévus pour assurer l'accès universel à l'énergie, ainsi que pour développer l'eau, l'assainissement, la sécurité alimentaire et les infrastructures en Afrique. Dans ce contexte, le Maroc est perçu comme un acteur incontournable dans la mise en place de projets communs entre l'Afrique et l'Europe. L'Afrique, qui est le continent de tous les possibles, avec une explosion démographique heureuse, avec des talents fous, des ressources énormes, risque d'être pris dans une spirale très négative à cause de tous ces éléments-là. Et donc c'est important qu'il y ait ce forum au Maroc. Ce forum est articulé autour de 3 axes liés à la sécurité alimentaire et la gestion de l'eau, à l'accroissement démographique et au développement agricole. C'est aussi l'occasion d'anticiper les solutions de demain à travers la mise en place de mécanismes d'alerte et de coopération continentale. L'actualité en Afrique cette semaine, c'est aussi le remaniement du gouvernement gabonais sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il s'agit du 2e remaniement depuis le début novembre. Brice Lacruche, l'ex-directeur de cabinet du président, a été écarté du gouvernement. D'autres ministres comme Tony Ondomba et Noël Mbumba ont été aussi limogés. Ils ont été récemment cités dans une affaire de détournement présumé de fonds publics. Depuis plusieurs semaines, une opération anticorruption secoue le paysage politique gabonais. Depuis le début de cette opération, 13 personnes ont été placées en détention préventive. Parmi elles, le porte-parole de la présidence. Santé à présent avec la journée mondiale de la lutte contre le sida célébrée dimanche dernier. Cette journée a été l'occasion de jeter la lumière sur le leadership et l'engagement des ONG et des associations dans la lutte contre ce virus. L'agence onusienne chargée de la lutte contre le VIH-Sida a publié son rapport annuel sur ce fléau. Le Maroc gagne de bons points dans la mise en charge des personnes atteintes de la maladie, suivant ce reportage d'Iman Moujib Wassim Wadan et avec le récit bien sûr de Souhel Jalil. Les organisations communautaires font la différence. C'est le thème adopté par le Centre d'information des Nations Unies et l'ONU-SIDA au Maroc. À l'occasion de la Journée mondiale du sida, l'agence onusienne chargée de la lutte contre le VIH a dévoilé cette semaine l'état de l'épidémie au niveau mondial. Son rapport souligne l'importance capitale des organisations de la société civile et des associations communautaires dans l'accélération de l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. C'est un rapport qui a été lancé mardi dernier à Nairobi par la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et qui met en évidence le rôle très important des associations, des organisations de la société civile et des organisations communautaires dans le domaine de la lutte contre le sida pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été définis au niveau international, notamment l'accélération de la riposte au VIH d'ici à 2020. Et deuxièmement, mettre fin à l'épidémie du sida en 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. En présence des représentants des ministères de la Santé et d'organismes compétents des Nations Unies, la réunion a été marquée par la présentation du rapport mondial sur le sida 2019, l'occasion également de mettre en valeur les progrès réalisés dans la lutte contre le fléau à l'échelle nationale. L'infection VIH n'est plus une maladie mortelle, c'est considéré comme une maladie chronique. Il suffit que le malade suive bien son traitement, avec tous les suivis bien sûr médicaux, pour qu'il ne développe pas des infections opportunistes qui tuent, et donc c'est des malades qui restent en vie tout à fait normalement et qui ne transmettent pas l'infection. Grâce à son programme national de lutte contre le VIH et à l'amélioration de ses indicateurs épidémiologiques, le Maroc est désormais leader de la région MENA en matière de lutte contre le sida. Nous nous intéressons dans cette deuxième partie de l'édition à nos émissions phares de la semaine sur le plateau de Midi 1 TV Afrique.
Après une première édition réussie à Orlando, aux États-Unis, l'événement Village du Maroc a pris place à partir de ce 6 décembre à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est donc 3 jours d'échanges culturels, de partenariat et de développement entre les deux pays. Et en marge de l'événement, Khadija Ersan a invité sur le plateau de Média TV Baya Benhar, la présidente du comité d'organisation du Village du Maroc. Nous l'écoutons. Alors, pourquoi ne pas choisir la Côte d'Ivoire et pourquoi ne pas choisir l'Afrique? Il nous a semblé évident de choisir d'aller vers l'Afrique en suivant la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion et dans le développement de la coopération Sud-Sud. Je vais rappeler une belle phrase qu'avait dit Sa Majesté lors de son discours de 2013 à Abidjan. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et aujourd'hui, on essaie de concrétiser cela. L'Afrique regorge de compétences, de potentiel. Il faut mettre tout ça en avant. Aujourd'hui, il ne faut plus parler d'aider l'Afrique à se développer, mais de puiser dans ses ressources pour pouvoir faire de sa croissance son propre développement. Et ceci doit se passer sur tous les niveaux, non gouvernement à gouvernement, mais aussi à travers les petits acteurs, les petites initiatives, d'où cette initiative du Village du Maroc. En plus, nous partons voir une famille. La Côte d'Ivoire, nous sommes très bien accueillis et ici, je veux vraiment saluer les efforts louables que fait notre diplomatie officielle, notre représentation en Côte d'Ivoire à travers l'ambassade du Maroc à Abidjan et à leur tête son Excellence l'ambassadeur Abdelmalek Kettani. On a trouvé vraiment que toutes les portes étaient ouvertes, que le Maroc est respecté par les Ivoiriens. Il suffit de faire un tour dans les rues d'Abidjan pour voir comment ce peuple aime le Maroc et les Marocains. Et puis au Togo, c'est encore le statu quo entre pouvoir et opposition qui n'arrivent toujours pas à accorder leur violon dans le cadre des dialogues politiques organisés autour de la présidentielle prévue en 2020. Des échanges qui débouchent sur un échec. Cette semaine, Aminata Thiam a reçu comme invité sur le plateau de Média TV Afrique Dr René Massiga Diouf, politologue et spécialiste des questions africaines. Dans cet entretien, il analyse la situation politique tendue tout en donnant quelques pistes de solutions de sortie de crise. Regardez. Moi, je crois qu'il faut que les acteurs s'impliquent avec la volonté qui s'y est. C'est-à-dire qu'il faut que les différentes parties puissent quand même être dans les dispositions à se rencontrer et à trouver des solutions idoines. Cela passe par un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas organiser des élections dans 6 mois, février, mars, quasiment dans moins de 6 mois même, avec quand même des intentions qui appartiennent quasiment au passé, avec des faits, des attitudes qui appartiennent au passé. Quand je parle d'attitudes qui appartiennent au passé, c'est en fait le fait de ne pas être dans les dispositions à vouloir réformer de fond toute l'architecture politique, toute l'architecture électorale par laquelle le Togo organisait ses élections. Donc, en toile de fond de la crise actuelle, c'est ça. Il faut que le régime accepte les réformes. Il faut que le régime accepte quand même de réformer la CENI. Il faut que le régime accepte de réformer la Cour constitutionnelle. Il faut que le régime accepte une ouverture politique qui va se traduire en désir de participation quand même de tous les électeurs et de tous les partis politiques. Domingo Simoes Pereira et Umaro Sissoko Embalo, 2 anciens premiers ministres qui vont s'affronter au second tour en Guinée-Bissau le 29 décembre prochain. La stabilité politique dans le pays d'Afrique de l'Ouest en état de crise quasi permanent est l'un des enjeux majeurs de cette élection. Le journaliste sénégalais Mamadou Thior nous en dit plus. Il intervenait dans l'émission Le Débrief. International surveillé de près, parce que les gens en avaient marre de cette crise qui perdurait. Quelque part, les gens voulaient vraiment qu'on puisse sortir de cette crise-là une bonne fois pour toutes. Et je pense que l'issue d'ailleurs réjouit beaucoup la communauté internationale, parce qu'on va voir entre Oumar Sissoko Embalo et Domingo Simoes Pereira qui va gagner. Et est-ce que réellement la Guinée-Bissau va partir d'un nouveau pied, parce qu'il est temps. Parce que sur ce point-là, on a vu un réel engagement de la CEDEAO et qui a même menacé d'intervenir en cas de toute personne qui souhaiterait, comment dirais-je, déstabiliser le pays durant ces élections. Et vraiment, il faut saluer l'attitude de la CEDEAO. C'est comme l'attitude que la CEDEAO a eu en Gambie. Une fermeté
face au président en place pour lui dire qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Ce qui fait que, bon, quelque part, ça a pu faire fléchir les positions un peu jusqu'au boutiste de José Mario Vaz. Et aujourd'hui, je pense que l'issue grandit un peu la CEDEAO et au-delà la communauté internationale. Actualité culturelle dans cette dernière partie de la semaine africaine. L'un de ces grands événements cinématographiques, le Festival international du film de Marrakech, qui est organisé cette semaine par le Maroc. Samedi dernier, au Palais des Congrès de la ville, la princesse Lalla Hasna a présidé un dîner offert par le roi Mohammed VI. À son arrivée, elle a été saluée par plusieurs membres du gouvernement. La princesse a été aussi saluée par les autorités locales ainsi que les 2 vice-présidents de la fondation du Festival international du film de Marrakech. La princesse Lalla Hasna s'est par la suite rendue au salon d'honneur où elle a rencontré les membres du jury de ce grand rendez-vous du 7e art mondial. L'événement qui se tient du 29 novembre au 7 décembre 2019 en est à sa 18e édition. Mouna Fetou, une actrice marocaine qui mène une belle carrière, une vie devant la caméra couronnée de succès. Le Festival international du film de Marrakech lui a rendu hommage pendant cette 18e édition. Écoutons Iliam Berada, notre envoyé spécial sur place. Entre le Festival international du film de Marrakech et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ce sont là les propos de l'actrice marocaine Mouna Fetou. Celle qui fut la maîtresse de cérémonie en 2006 recevra un vibrant hommage ici pendant sa 18e édition du Festival international du film de Marrakech. Un hommage qui commence ce soir sur la place de Jemaa el-Fna avec la projection du film culte d'Abdelrahman Tzazi, À la recherche du mari de ma femme. C'est déjà très jeune à l'école qu'elle fait ses premiers pas dans le théâtre. Elle rejoindra plus tard l'atelier d'art dramatique du théâtre Mohammed V de Rabat. Sa carrière au cinéma démarre avec Un amour à Casablanca de Abdelkader El-Qta. Sa filmographie est riche, que ce soit au petit ou au grand écran. Elle travaille avec de nombreux réalisateurs, Abdelkader El-Qta, Saad Shraibi, Hakim Nouri, Mohamed Mouftakir ou encore Fawzi Ben Saidi, notamment dans son dernier film Volubilis qui, je rappelle, avait raflé 5 prix lors du dernier Festival national du film de Tanger en 2018. Mouna Fetou compte près de 30 ans de carrière et je peux vous assurer que mercredi prochain, ici au Palais des Congrès, l'émotion sera bien présente. À Marrakech, Ilham Berada et Hayat Ziani. Et c'est la fin de cette édition de la Semaine africaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.